Donc, pour vous rappeler la démarche de ces webinaires, donc on a déjà eu un premier webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, qui avait pour objectif de poser la définition de l'inclusion. On a pu accueillir quelqu'un qui représentait le défenseur des droits en région. Et donc, du coup, on a réfléchi à la question des discriminations. Donc, il s'agit aujourd'hui du deuxième webinaire où nous avons le plaisir d'accueillir Simon du CRAGEP. Donc, on va aborder la question de l'inclusion des jeunes dans les associations. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est de toujours avoir une thématique qui est abordée en deux temps. Un premier temps pour contextualiser, pour se dire pourquoi c'est une bonne idée et pour éventuellement pouvoir vous donner des éléments pour pouvoir porter les sujets en interne de vos associations. Et dans un second temps, plutôt un temps de témoignage pour s'inspirer et voir ce qui fonctionne, ce qui a pu être expérimenté par d'autres associations, ce qui fonctionne, potentiellement les difficultés qu'elles ont pu avoir, pour pouvoir aussi nourrir vos réflexions. Donc là, on est sur la thématique des jeunes qui vont être abordés aujourd'hui et le 3 octobre lors de notre prochaine visio sur le même créneau horaire. Et donc après, on aura l'inclusion des personnes en situation de handicap et on finira avec la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les associations. Donc voilà, j'ai un peu anticipé, mais donc du coup, nous accueillons Simon. On avait déjà fait un temps de présentation du mouvement associatif par la suite, mais si jamais vous avez des questions, on pourra les aborder à la fin. Je vous remercie, je vous souhaite un bon webinaire et je donne la parole à Simon. Eh bien, bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien pour commencer? Ouais. Donc moi, je m'appelle Simon Dabar. Donc je travaille au CRAGEP, donc au Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, donc des Hauts-de-France. Donc un réseau associatif qui rassemble 37 réseaux de jeunesse et d'éducation populaire, notamment les centres sociaux, les scouts, un certain nombre d'organismes de formation en éducation populaire, par exemple les CMA, l'UFCV, la Ligue d'enseignement pour celles et ceux qui connaissent. Et donc voilà, donc l'idée, ça va être sur ce webinaire d'échanger autour de l'engagement associatif des jeunes. Donc je vais vous partager mon écran. Hop. Alors effectivement, on va mettre le diapo. Tac, sur cette belle vue de montagne. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien mon diaporama donc en grand écran? Ouais, c'est bon pour Oui. vous? Alors, du coup, ça va se dérouler en trois parties. On a à peu près une grosse demi-heure, enfin, voilà, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais vous partager donc un certain nombre d'éléments autour de chiffres et d'enjeux clés autour de l'engagement des jeunes et notamment de l'engagement associatif. Ensuite, on aura un petit temps un tout petit peu participatif. Voilà, donc vous pourrez poser vos questions. Enfin voilà, on aura un petit temps de réflexion collectif. Et puis, je terminerai sur un partage de ressources et d'outils. Voilà, bon, après, je ne serai pas tout seul. Voilà, Louise et Claire pourront aussi vous renvoyer, vous partager un certain nombre de documents. Et puis, bien évidemment, à la suite du webinaire, on vous partagera le support diaporama et puis d'autres ressources complémentaires sans difficulté. Voilà. Alors, eh ben, on va se lancer. Alors, quand on parle un peu d'engagement, donc c'est vrai que j'ai pas précisé, mais je pilote une démarche de participation citoyenne des jeunes qui s'appelle Provox. Donc mon angle, ça va être de manière générale la participation citoyenne des jeunes. Et vous allez voir à la suite, on rentrera un peu plus en précision sur la question de l'engagement associatif des jeunes, qui est en fait une part notable de la participation citoyenne des jeunes. Puisque pour rappel, la définition, en tout cas européenne, de la participation citoyenne des jeunes, c'est le fait d'agir, en tout cas pour le bien de la cité, à la fois à travers sa voix, donc sa parole, son expression citoyenne, sous toutes les formes possibles, notamment le dialogue jeune élu, mais pas que, l'implication dans des médias participatifs, la manifestation, l'expression citoyenne, etc. Et aussi par l'action, donc sur des projets, par exemple, concrets, etc. Et donc, quand on remonte un peu sur des enjeux vraiment plus globaux de participation citoyenne des jeunes ou des moins jeunes, on a déjà le fait d'exercer, enfin, de mettre en œuvre une démocratie de manière générale et d'essayer de pallier notamment aux difficultés de la démocratie représentative. Ça, c'est un premier enjeu. Voilà, c'est permettre à tous les citoyens et citoyennes de vivre en démocratie. Un autre enjeu aussi, c'est d'exercer tout simplement sa capacité de pouvoir d'agir et sa citoyenneté, c'est d'agir dans la société. Ensuite, on a aussi un énorme enjeu
enfin, en tout cas de vivre ensemble et de cohésion sociale. Et on voit bien tout l'enjeu, notamment à travers l'engagement associatif au sens large du terme, l'importance aussi que ça a de mobiliser la société civile et les citoyens et citoyennes bah, voilà, voilà, dans un certain nombre de projets. Et ça permet bah, voilà, de répondre à l'enjeu de lien social. Et puis enfin, de renforcer l'efficacité des politiques publiques, soit en permettant de faire remonter, donc d'alimenter, de nourrir des politiques publiques. Donc ça, c'est en tout cas d'alimenter, en fait, d'être un outil, en fait, parmi bien d'autres, hein, mais d'aide à la décision. Soit tout simplement par le fait de permettre l'engagement des personnes, et notamment des jeunes, bah, ça vient démultiplier, en fait, l'efficacité. Et ça, en fait, a un coût, on va dire, qui est réduit puisque ça évite de mettre des salariés derrière. En tout cas, ça permet de démultiplier, d'augmenter l'efficacité puisqu'on s'appuie en fait sur la mobilisation citoyenne des personnes. Donc voilà un peu les 4 grands enjeux, il y en a un certain nombre d'autres, mais voilà, un peu quand on remonte sur une dimension de participation citoyenne. Là, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de définitions de la citoyenneté, hein, alors nous, au CRAGEP, par exemple, on parle beaucoup de citoyenneté active, hein. C'est le fait de permettre aux personnes de s'engager activement, de trouver leur place et en fait d'avoir une parole dans les actions et les décisions qui les concernent. Hein. Donc la définition un peu plus générale, hein, donc c'est d'être reconnu officiellement comme citoyen. C'est en fait partie intégrante, un membre, donc soit d'une ville ou d'un territoire ou d'une communauté. Voilà, ayant le statut de cité, c'est voilà, ayant en fait, étant reconnu comme étant citoyen, voilà, donc soit d'un territoire ou d'un groupe social ou d'un État, euh, de manière plus générale. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la citoyenneté, donc pour conclure sur cette diapo-là, elle peut s'exercer vraiment de plein de manières différentes, notamment dans la vie associative, mais pas que. Voilà, il y a plein de façons, en fait, d'exercer sa citoyenneté, voilà, qu'elle soit politique, économique, numérique, européenne, voire multiculturelle. Hein, voilà, on travaille avec un certain nombre d'organismes de solidarité internationale où en fait on essaie de développer aussi une question de citoyenneté multiculturelle mondiale. Et c'est le fait de se dire, bah, voilà, cet attachement voilà, à se reconnaître comme citoyen du monde. Voilà. Donc là, si je recentre sur la question de l'engagement associatif donc des jeunes, bon, globalement, il y a un peu deux gros enjeux hein, à la lecture d'un certain nombre de documents et d'études qu'on a pu prendre connaissance. Il y a la question de la pérennité en fait, de l'engagement associatif, donc notamment du renouvellement et de faire face entre guillemets au vieillissement, notamment de l'engagement associatif au sein des assos. Et il y a aussi de créer les conditions de l'engagement des jeunes, et j'élargirais même de l'engagement de toute nouvelle personne, hein, parce que globalement, ça se recoupe. Donc là, quelques données hein, sur l'engagement associatif aujourd'hui, donc notamment sur les présidences associatives. Donc 47% des présidences associatives aujourd'hui ont plus de 65 ans, contre 41% en 2017. Donc c'est-à-dire qu'on a bien une trajectoire de vieillissement, donc des personnes engagées en tout cas au sein des conseils d'administration et des présidences. On a aussi un phénomène en fait c'est beaucoup des CSP moyennes supérieures qui sont beaucoup plus représentés en fait dans les présidences associatives. Hein, et on n'a que 4% d'ouvriers dans les présidences, contre 19% dans la population totale. Et 70% des présidences ont un niveau Bac plus 4 dans des associations de plus de 50 salariés, et pas de 50 ans, excusez-moi. Et de manière générale, dans la société, on a aussi un phénomène d'engagement général qui est de plus en plus ponctuel, ou en tout cas davantage éphémère. Et c'est encore plus présent chez les jeunes, même si là, voilà, il y a quelques nuances à apporter. Voilà, alors ça s'explique par plusieurs éléments, notamment le facteur temps, hein, donc avec la retraite, mais aussi le facteur de la compétence. Aussi parce qu'il y a un certain nombre de présidences associatives qui demandent aussi un certain nombre d'expertise, d'ingénierie ou voilà, de compétences de plus ou moins de haut niveau. Voilà, dès lors qu'on a un budget de plusieurs millions d'euros à gérer, forcément, voilà, il y a aussi une question de responsabilité, de compétences qui s'exercent.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, en tout cas, penser autrement l'organisation et la montée en compétence des personnes, et notamment des jeunes. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi une contrainte aussi de responsabilité derrière. Et alors, il y a un autre enjeu de comment on crée les conditions d'engagement des jeunes, hein, enfin, de création des conditions d'engagement des jeunes. Là, en tout cas, il y a un certain nombre d'études, de rapports et d'expériences concrètes sur le terrain qui montrent des nouvelles formes d'engagement des jeunes qui sont en progression. 3 jeunes sur 10 aujourd'hui donnent de leur temps au moins une fois par mois. Euh, on atteint quasiment la majorité sur les jeunes qui ont donné au moins ponctuellement dans l'année une fois de leur temps, hein, sur X ou Y projet. Et on descend à 30% des 15-30 ans qui sont des bénévoles entre guillemets réguliers, au moins une fois par mois. Voilà, qui s'engagent au moins une fois par mois. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même une hausse du bénévolat des jeunes, notamment sur le dernier rapport de l'UNIGEP, de l'engagement en tout cas bénévole des jeunes en association. Parce qu'en fait, ils étaient 16% à être bénévoles réguliers en 2023 et aujourd'hui, ils sont 24%. Et en fait, curieusement, la courbe s'inverse. C'est-à-dire que les bénévoles, on va dire lambda, réguliers, tout âge confondu dans la population, tend à diminuer. Et le bénévolat, on va dire régulier, lambda toujours des jeunes, tend à augmenter. Donc voilà, on a une inversion en fait des courbes qui est en train de s'opérer. Et on a aussi d'autres formes d'engagement ou de participation citoyenne qui sont en progression, hein, notamment voilà, 30% des jeunes des 15-30 ans qui ont déjà participé à une manifestation ou à une grève, 41% qui ont déjà pris part à une prise de position sur Internet ou à une pétition. Par contre, les formes d'engagement plus classiques ou formelles, toujours un peu de mal en tout cas à progresser, notamment par exemple l'adhésion des jeunes à des syndicats ou à des partis politiques, ou même sur les phénomènes de vote voilà, aux différentes élections. Même si là, on a eu, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, hein, mais on a eu une petite augmentation là, sur les dernières législatives. Voilà, très certainement dû à un contexte aussi de nécessité, en tout cas de vote et de faire front. Mais donc voilà pour les questions, en tout cas, d'engagement des jeunes. Donc pour faire simple, hein, on est davantage, c'est vraiment un gros trait, hein, évidemment, hein, c'est un peu simplifié, mais à gros trait, chez les jeunes, on est davantage sur du bénévolat ponctuel, sur des projets ou des actions concrètes, et sur une approche plutôt en collectif éphémère, voire avec des formes, par exemple, d'occupation de l'espace ou de bénévolat, voilà, qui vont être davantage éphémères sur des actions concrètes. Voilà un peu pour dresser à très gros traits le tableau. Voilà, alors là, je vous ai fait un petit partage des enjeux et puis du coup des chiffres clés, hein, à gros traits. Là, l'idée, c'était d'avoir un petit temps d'échange là, voilà, sur 5-10 minutes, un petit peu pourquoi pourquoi vous êtes là, quelles sont un peu vos questions. Et puis, si jamais vous avez des retours d'expérience, voilà, alors, de façon assez courte, hein, sur l'engagement associatif des jeunes. Et puis, n'hésitez pas, lors de la prise de micro, voilà, juste à mentionner qui vous êtes. Voilà, l'idée, c'est un petit tour de parole, hein, assez simple, de façon assez libre, en mode popcorn. Voilà. Le plus compliqué, c'est toujours de se lancer. Exactement. Vous pouvez passer par le chat aussi, hein, Bon, n'hésitez pas, hein, ça peut être des questions voilà, sur l'engagement des jeunes, comment favoriser l'engagement des jeunes, par exemple, si vous avez des questions. Moi, je veux bien, oui, Cécile Lacaille, Centre social Rayatak à Louvrel. Bonjour Simon. Salut, Cécile. Donc en fait, nous, ici, on a des jeunes, bien sûr, sur le quartier, mais on rencontre, c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à ce webinaire, on a vraiment du mal à les mobiliser, en fait. Ils viennent dans nos accueils de loisirs, hein, pour les plus jeunes, et puis ensuite, une fois qu'ils arrivent 15, 16, enfin l'entrée du lycée, on a tendance à les perdre.
Et c'est pas toujours simple de les maintenir, en fait, de les associer à nos prises de décision, au montage de leurs projets, parce que l'idée, c'est que les projets viennent d'eux et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en fait, on se rend compte que bah, ils ont, je ne sais pas si c'est propre à notre territoire ou si c'est général, mais ils ont vraiment du mal à se projeter, ils ont du mal à imaginer tout ce qu'ils pourraient faire, tout ce qui est à leur portée, en fait, et ils ont tendance à, je dirais pas à se replier sur eux-mêmes, mais à être vite découragés. Il faut que ça aille très vite. Par contre, quand ils veulent faire quelque chose, il faut que ça aille très vite. Et donc voilà, comment on peut travailler autour de tout ça, comment on peut mettre les choses en mouvement, comment on peut les aider à sortir un petit peu de leur coquille. Voilà. Ah, merci Cécile. Alors, n'hésitez pas hein, s'il y a d'autres personnes. Je vous sors du coup pour la fin du webinaire des petits outils justement en réponse à cette question. Est-ce que dans le chat, il y a il y a des réactions? Non. Je vous impressionne à ce point-là? Alors, c'est pas- ça serait fait. Mais de toute façon, vous pourrez toujours amener, si vous le souhaitez par la suite, des éléments. Après, si c'est un questionnement, si vous êtes présent ici uniquement parce que c'est le début du questionnement, ça peut toujours être intéressant à prendre en compte pour nous pour la suite de la présentation. Mais sinon, on pourra peut-être poursuivre. On poursuit du coup? Et puis on verra sur s'il manque des questions. Ou est-ce que vous voulez... Allez, peut-être quelques secondes si jamais... Alors, du coup, donc voilà, en tout cas, vraiment, hein, n'hésitez pas à poser les questions fil de l'eau dans le chat, puis j'essaierai d'y répondre, ou même avec les collègues du mouvement associatif, ou aussi collectivement, hein, on pourra essayer d'y répondre. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit partage de ressources, outils, repères. Euh, cette question hein, de la mobilisation donc des jeunes, elle est assez centrale, hein, on verra que beaucoup d'acteurs se la posent. Et c'est encore plus complexe quand on parle d'engagement dans des gouvernances, parce qu'il y a aussi une nécessité de quelque chose d'un peu plus régulier, ou en tout cas d'un peu plus structuré, dans le sens où on peut pas être, voilà, on peut pas prendre une présidence et être engagé juste ponctuellement. Voilà, il y a une notion un peu de plus de régularité. Donc forcément, le sujet est pas toujours simple. Alors, peut-être juste un petit rappel en termes de ressources, mais là plus de dispositifs publics qui existent, hein. Voilà, comme vous le savez peut-être déjà, il y a un certain nombre de dispositifs publics hein, qui existent et en fait, qui contribuent à formaliser l'engagement et surtout à développer une forme de rétribution, de réciprocité, y compris financière, hein, notamment dans les dispositifs de l'État, hein. Donc, il y a bien sûr le service civique, les différents volontariats, bon, le bénévolat, bien sûr, les différentes formes. On peut avoir aussi des projets individuels ou collectifs des jeunes, des projets étudiants. Ça, alors, c'est aussi un pan de l'engagement associatif des jeunes, mais voilà, c'est aussi tout l'engagement enfin, ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Voilà, ça peut aussi marcher auprès de groupes de jeunes, par exemple, si vous avez des missions spécifiques. Du coup, vous pouvez être aussi en partenariat bah, voilà, avec des établissements scolaires, des écoles, des universités, par exemple, sur des projets tutorés. On retrouve aussi les juniors associations pour les jeunes de moins de 18 ans. On a aussi tous les dispositifs de sensibilisation à l'implication, enfin en tout cas aux actions collectives et notamment à l'économie sociale et solidaire, hein. On peut citer par exemple les coopératives jeunesse de service ou coopératives majeures de services.
qui sont en fait une simulation réelle d'une entreprise de l'ESS avec la réalisation d'un certain nombre de services auprès de particuliers, de collectivités ou d'associations ou d'entreprises. Et puis, on peut aussi citer par exemple les mini-entreprises. C'est un dispositif parmi tant d'autres, mais qui permet à un collectif de jeunes de s'essayer à créer une entreprise, enfin à créer une petite boîte, quoi. Voilà. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il y a aussi des dispositifs publics qui existent pour valoriser et reconnaître l'engagement donc des jeunes et des moins jeunes, hein, notamment les ECTS, qui sont donc en fait tout simplement des équivalents de compétences au sein de l'enseignement supérieur. Et donc il y a un certain nombre d'universités ou d'écoles, de grandes écoles, qui en fait valorisent l'engagement citoyen des étudiants et étudiantes. Et ça permet de les valoriser à l'échelle européenne, puisque les ECTS, voilà, c'est en fait une formalisation européenne. Il y a le compte engagement citoyen qui permet d'avoir des formations, droit à la formation de manière gratuite. Le CFGA, certificat de formation et gestion associative, le USPAS, qui est un dispositif européen, RECAPAS, etc., etc. Claire me mentionnait tout à l'heure aussi le pass permis. Alors, en fait, il y a différents passes qui sont proposés par le conseil départemental du Pas-de-Calais, mais notamment le pass permis en échange en fait, d'un certain nombre d'heures de bénévolat. Et puis, très important, on peut aussi mentionner toutes les formations associatives ou en réseau d'associations en interne qui contribuent bien sûr à valoriser l'engagement et à renforcer les compétences. Important aussi, il y a un certain nombre d'outils financiers, donc soit directs ou indirects, qui existent et qui valorisent l'engagement bénévole. J'ai d'ailleurs oublié, par exemple, la formation des bénévoles hein, avec le FDVA, pardon. Par exemple, au niveau de l'État, on peut citer Erasmus+, Coop Solidarité, la CAF, hein, par exemple, on peut citer 3 dispositifs parmi tant d'autres, hein, mais la question de la prestation jeune, par exemple, qui encourage l'implication, l'accompagnement des jeunes, les 2 agréments EVS et centres sociaux, voilà, qui permettent aussi de valoriser l'implication des habitants, et notamment les fonds publics et territoires, qui valorisent des démarches multipartenariales sur des territoires donnés, enfin sur un territoire, enfin voilà, l'animation territoriale pour encourager la participation des habitants. Voilà, pour ne citer que. Et puis le service civique aussi, parce qu'il y a quand même un enjeu financier derrière. Enfin, en tout cas, la structure est soutenue ainsi que le jeune. Voilà. Donc ça là-dessus, voilà, il y a notamment le CRIJ hein, qui a formalisé un petit outil de guide de l'engagement. Voilà, vous avez un certain nombre de dispositifs. Sur la mobilité spécifiquement, il y a ma collègue où là, vous avez tous les dispositifs de mobilité. Et puis, au niveau du DLA, pareil, Claire a pas mal de ressources déjà existantes là-dessus. Voilà, bon, ça, c'était un peu le cadre, sur quoi on peut s'appuyer. Et donc là, du coup, sans réelle transition, on va rentrer un peu plus dans le dur sur qu'est-ce qui se passe en fait en termes psychosocial quand on parle d'engagement. Et ça, c'est des choses voilà, qu'on n'aborde pas toujours, mais en tout cas, c'est important de l'avoir en tête. Qu'est-ce qui fait qu'on va être motivé ou être à l'aise pour s'engager? Et le premier repère qu'on peut se donner, c'est le pouvoir d'agir, donc, qui est très travaillé pour les sciences sociaux. Et là, les informations que je vous partage, c'est des informations qui ont été globalement formalisées d'un point de vue scientifique en termes psychosocial, et notamment les 4 repères qui sont à donner, c'est la question de l'avoir. Comment je fais en sorte que les personnes bon, voilà, ont le temps, peuvent être mobiles, enfin voilà, ils ont la possibilité, l'avoir pour le faire, les ressources. Le savoir, c'est tout ce qui est lié aux connaissances, aux compétences, etc. Le vouloir, c'est vraiment le fait d'avoir choisi le fait de s'engager et on va dire d'avoir l'état d'esprit, voilà. Et puis toutes les dimensions aussi de force psychologique. Donc là, ça renvoie aussi à des dimensions y compris de charge mentale, etc. Enfin voilà, d'avoir vraiment l'esprit en tout cas libre pour le faire et donc d'avoir une forme de vouloir. Et le pouvoir, c'est le fait de se sentir capable de le faire et d'exercer une capacité d'influence, qu'elle soit individuelle ou collective. Et donc voilà, bon, ça c'est trois petits, enfin quatre repères. Et si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le dur, sachez qu'il y a même en tout cas une mesure d'indice psychosociologique qui a été formalisée donc par le chercheur hein, Yann Le Gosset
un peu à l'initiateur du pouvoir d'agir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient chercher en fait à mesurer des formes en fait de sentiments d'efficacité, d'influence, à la fois individuelle et collectif. Et on voit bien aussi toute la dimension, enfin, l'importance en tout cas de la vie associative et de l'action collective à travers l'association qui permet de développer, de travailler ça, quoi. Et du coup de renforcer le pouvoir d'agir. Si on va un petit peu plus loin sur la question de la motivation, donc là on vient de voir hein, la question du pouvoir d'agir de façon générale, avoir, savoir, vouloir, pouvoir. Mais si on va un peu plus loin sur qu'est-ce qui motive quelqu'un, on va dire de façon assez simple, on va retrouver en fait trois besoins euh, enfin, voilà, psychologiques. Le fait de le faire parce que j'ai choisi de le faire et que j'ai été autonome pour le faire, enfin pour choisir de le faire. Donc ça, c'est vraiment le besoin d'autonomie. Donc ça marche, cette théorie-là, elle marche partout, hein. Elle marche à titre personnel, à titre associatif, citoyen, professionnel, dans nos relations humaines, quel que soit le type, ça marche partout, hein. C'est le fait d'agir en se sentant autonome, en se sentant enfin, compétent dans les activités qu'on souhaite faire et en se sentant à une dimension de proximité sociale. Donc l'autonomie, c'est vraiment la liberté d'action pour le réaliser. Et la compétence, c'est le fait d'avoir quelque chose qui permet en fait d'avoir le soutien pour le faire et de le faire parce on a envie de le faire. Donc ça marche dans toutes les activités socio-éducatives avec le fait d'avoir des paliers, hein, donc que ce soit la guitare, la musique, la danse, quand on fait de la communication, de la compta ou du running, enfin, peu importe, vous prenez ce que vous voulez. C'est le fait d'avoir envie de le faire, d'avoir voilà, déjà une pré-compétence pour le faire et puis d'avoir des paliers pour progresser. Et très important, la proximité sociale, c'est on est motivé quand on se sent voilà, dans un espace où voilà, on se sent appartenir à un collectif. Et donc ça, c'est tout l'aspect de proximité sociale. Et donc, en fonction de comment ces besoins sont répondus, eh ben, on va avoir soit une motivation qui va être plus, c'est-à-dire complètement intégrée, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, ou alors ces besoins-là ne vont pas être satisfaits. Et donc là, on va être sur des formes de régulation, voire une amotivation, parce qu'on n'y trouve pas le sens. Voilà. Donc là, si on rentre un peu plus dans le concret, en termes de cycle et de parcours d'engagement, donc là, vous avez ce petit outil-là qui est intéressant, qui permet de voilà, comment on va les séduire et proposer donc l'engagement auprès des jeunes, comment on l'accompagne, et puis comment surtout on valorise, on remercie, et surtout comment on fait ça tout le temps, un peu tout le temps, sans s'arrêter. Voilà. Et donc, dès qu'on parle d'engagement bénévole et encore plus d'engagement des jeunes, il y a quelque chose d'assez en fait, il y a un défi constant, quoi, d'aller vers et de rendre le truc vraiment cyclique. Puisque comme on le disait dans le constat de départ, il y a aussi quelque chose d'assez ponctuel dans l'engagement des jeunes. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'aller vers qui doit être assez prégnant et continu. Voilà. Et donc, ce petit schéma-là, il est intéressant pour questionner bah, voilà, à la fois ces outils, ces espaces ou ces pratiques, ces méthodes. Et puis son timing, entre guillemets, quand on est une association pour encourager en tout cas l'engagement associatif des jeunes. Voilà, tac, ouais, donc top. Parce que je vois le temps qui avance. Pour qu'on cesse un petit temps de questions-réponses. Là, je vous ai remis en fait ici un peu des facteurs clés, la participation, en tout cas de l'engagement. C'est plutôt juste avoir ça en tête en fait. C'est vraiment des rappels, hein, c'est plutôt des repères clés, hein, donc la question de la posture et du cadre de l'animation, hein, donc c'est ça qui est assez importante. Bon, c'est sûr que par exemple, si on propose à des jeunes bah, un engagement tout de suite qui va être assez scolaire, hyper cadré, avec une posture, en tout cas, on va demander d'exécuter un peu des tâches. Bon, ça ne va pas forcément encourager la participation, par exemple. Ensuite, bah voilà, il y a s'assurer des conditions matérielles, des modalités pratiques et de logistique.
Et ça peut être jusqu'à, effectivement, donc là, par exemple, les centres sociaux, les mouvements de jeunesse sont assez habitués, mais jusqu'à anticiper, effectivement, le déplacement des jeunes sur le territoire. Donc, le minibus et compagnie, anticiper les coûts, en fait, les coûts même en amont de l'engagement et les coûts sur place, quoi, hein. Donc là, par exemple, les coûts de repas, etc. Et puis, bien sûr, tout l'aspect matériel. Comment on travaille la cohésion, la dynamique du groupe, hein. Donc là, ça renvoie, hein, donc, que ce soit pour le pouvoir d'agir ou la théorie d'autodétermination, donc très important dans la dimension de la proximité sociale, donc l'adhésion, le fait d'adhérer à un collectif, créer le sentiment d'appartenance. La communication claire et l'écoute adaptée. Et alors, ça paraît tout bête, hein, mais la question de l'engagement, elle se joue parfois même dans les premières secondes, hein. Elle peut se jouer dans les premières secondes, en tout cas dans le premier quart d'heure. Quelqu'un qui est nouveau dans votre association, il y a beaucoup de choses qui va se jouer dans le premier quart d'heure. Surtout si c'est des personnes, bah, voilà, qui peuvent être un peu timides, réservées. Et donc la question de la communication et par exemple d'avoir une personne un peu, un petit peu en tout cas, un peu plus à l'écoute ou en tout cas qui prend soin, des nouvelles personnes. Voilà, ça va souvent se jouer, surtout s'il y a en fait comment dire? Un questionnement de la personne d'adhérer ou de pas adhérer, à l'activité ou à l'association. Ça peut parfois se jouer dans le premier quart d'heure, quoi. Et donc du coup, voilà, aussi la question de l'accueil, qui est aussi derrière la question de l'écoute adaptée. Toute la question, du valeur et du sens, pourquoi on le fait et comment ça résonne aussi en termes de valeurs et d'objectifs collectifs. Et puis la question aussi, du rôle et de la répartition d'implication. Donc là, c'est aussi, bah, voilà, comment on va découper bah, les missions en tâches, en soumission, en tâches, voilà. Comment on découpe un peu les choses pour, bah, du coup, proposer aux personnes qui le souhaitent de s'engager. Et parfois, il ne faut pas hésiter aussi à être là-dedans dans la question des rôles et des répartitions, surtout auprès de jeunes, à être fort de proposition. Alors proposer en fait, de prendre part à des tâches, ou même à découvrir quoi, hein, alors il faut peut-être pas leur faire découvrir le plan de trésorerie en tout cas, sur la première réunion, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être proposées à des jeunes en binôme, salariés, voilà, salariés jeunes, enfin, il y a des choses qui peuvent être proposées, quoi. Donc voilà sur les facteurs clés de la participation, en tout cas que nous au CAGEP, on identifie un peu, comme bonne pratique en tout cas pour permettre l'engagement. Bon, non, là, je ne vais pas trop vous perdre avec ça. En tout cas, sachez que s'il y a vous avez des projets d'instance de participation jeune, ou pas d'ailleurs, hein, c'est un peu les mêmes repères. Bon, voilà, on a un certain nombre de repères méthodologiques, un peu en mode fiche action, voilà, un peu les choses à pas oublier. Heu, voilà, et puis ça, mais je vous le laisserai, qui est assez intéressant. C'est un petit outil assez sympa qui permet aussi par exemple, Céline qui disait, bon, les jeunes qui sont parfois un peu, savent pas toujours où. Et nous-mêmes, hein, dans la vie, bon, voilà, on a besoin de se questionner régulièrement sur où on va et qu'est-ce qui nous anime. Bon, ça, c'est un petit outil japonais très sympa qui vous permet de vous questionner sur ce que vous aimez faire, ce en quoi vous êtes doué, ce dont on a besoin et ce pourquoi vous avez envie d'être payé. Voilà, et c'est pas mal, ça permet de questionner en passion, vocation, profession, mission. Voilà, donc je vous laisse. Bon, voilà, et vous pourrez le découvrir, c'est assez sympa en termes aussi d'engagement. Voilà pourquoi je m'engage dans ma vie, dans les différents espaces, qu'ils soient professionnels, personnels ou associatifs. Voilà. Est-ce que, on va peut-être revenir à la diapo, des questions. Est-ce que vous avez des questions, ou des envies peut-être de partage? Voilà. Si, enfin, on regarde quelques ressources là que je vous ai, partagées. Sachant que là, on s'est beaucoup concentré sur les ressorts individuels qui peuvent motiver un engagement, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de se dire, bon, bah, comment moi, dans mon association, j'arrive à aller j'arrive à aller chercher ou créer les conditions pour que ces sources de motivation puissent exister dans l'association. C'était pas dit très clairement, j'espère que vous avez compris. Bonjour, moi je veux Bonjour. bien poser une question.
Peut-être me présenter déjà. Moi, je m'appelle Gabrielle. Je travaille pour le CCFD Terre Solidaire, donc Comité catholique contre la faim et pour le développement. Donc, pour le dire vite, c'est une ONG qui soutient des partenaires associatifs à l'international. On fait de l'accompagnement de projets, voilà. Et ici en France, on fait du plaidoyer et de la sensibilisation, mobilisation citoyenne. Par rapport à la jeunesse, c'est un vrai sujet pour nous, étant donné que la moyenne d'âge de nos bénévoles, elle est de 72 ans. Donc, ce sont eux en plus qui tiennent la maison, si je peux dire ça comme ça. C'est eux qui sont dans les instances, les instances de décision, etc. Même si on a des jeunes peu à peu. Et moi, donc moi, je suis basée dans les Hauts-de-France à Lille. Et j'essaie de créer une équipe de jeunes adultes. Donc là, chaque année, c'est un petit peu un éternel recommencement. Certains sont quand même réguliers, donc ça c'est quand même chouette, mais bon, ça c'est vraiment à une petite échelle. Et comme on est sur des enjeux de solidarité internationale, la question du concret, parfois, elle n'est pas évidente. Et du coup, on fait comme on peut, mais disons que le plus concret que j'ai, c'est organiser des ciné-débats, euh, animer des loups-garous de l'Amazonie, parce que si vous connaissez le loup-garou, bon, bah, nous on a une version loup-garou de l'Amazonie, donc c'est une version thématisée pour sensibiliser sur l'Amazonie. Donc, voilà. Et monter une expo photo. Voilà, c'est les plus concrets que moi j'ai dans ma besace. Après, on peut encore inventer des choses et tout, mais euh, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop spécifique comme question, mais cette question du concret, comment on peut faire pour... parce que c'est vraiment ça qui intéresse aussi et que je comprends tout à fait et que j'essaye de m'activer pour faire ça. Mais du coup, voilà, je ne sais pas si c'est pas une vraie question en tant que telle, mais c'est plus sur la question du concret, comment faire quoi, et puis la fidélisation, même si, ouais, ouais, c'est pas évident du tout. Voilà, merci. Bah, là-dessus, il y a peut-être. Alors, il y a pas mal de. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de s'inspirer d'expériences associatives, en tout cas, avec des jeunes en tout cas, enfin, qui fonctionnent un peu, en tout cas, qui est assez mobilisatrice. En tout cas, sur les enjeux, enfin, en tout cas, d'exi et de jeunesse, un acteur, en tout cas, bon, qui fonctionne assez bien, mais après, voilà, ils ont aussi une pratique d'engagement qui est aussi spécifique et qui est liée à la structure même notamment avec une forte inscription familiale et culturelle, en tout cas d'engagement. C'est notamment les scouts et guides de France, hein, notamment pour les plus grands, avec une notion de projet, par exemple, de mobilité internationale, de projet de solidarité internationale, qui est plutôt assez abouti, et puis avec plein de formes enfin, en tout cas, voilà, ils ont toute une dimension. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont on va dire, un intérêt, une finalité. C'est comment amener un groupe de jeunes avec un intérêt, une finalité qui peut, ou pas, hein, mais par exemple, être une mobilité internationale. Euh, et du coup, en amont de ça, ils ont tout un parcours en fait d'appropriation, d'acculturation, de sensibilisation dans l'espace public, etc. Euh, bon, ça, c'est pour les scouts et guides de France. Après, ce qui peut être intéressant, il y a quelques expériences. Alors, là, je pense notamment aux expériences de mouvements pour le climat. J'ai un peu moins pour la solidarité internationale, mais dans l'espace public, où là, il y a aussi des choses à expérimenter. Voilà. Bah, j'étais par exemple à titre plus perso là, avec Alternativa sur les parkings D, qui est d'occuper des places de parking, et du coup de sensibiliser à voilà, les enjeux par exemple de place du vélo ou de place des piétons. Il y a aussi retiré, par exemple, de manière non violente des pubs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être intéressantes, en tout cas avec un double objectif, à la fois d'avoir une action, on va dire, de sensibilisation, etc., qui se voit, et en même temps une action de mobilisation derrière, surtout si on le fait dans des espaces où il y a potentiellement un public jeune autour. Euh, Et puis après, oui, je pense que ta question, c'est tous ces formats ou les activités qui peuvent être imaginées.
Voilà, ça peut aller de l'escape game jusqu'à effectivement de la création d'outils, de jeux, enfin, oui, il y a effectivement plein de formats à inventer pour mobiliser les jeunesses, quoi. Et ce qui peut aussi marcher, c'est de s'appuyer sur des structures jeunesse existantes, avec des partenariats ou en tout cas des liens préexistants. Et de ce que j'ai pu observer, en tout cas, que ça soit au sein du CRAGEP ou dans des métiers précédents, c'est la question du lieu, en fait. En gros, la question un peu du spot, c'est-à-dire d'être au sein ou proche de structures jeunesse un peu établies, et de chercher un peu le pignon sur rue, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu dit de manière un peu simpliste, mais voilà. Et du coup, à s'établir, voilà, soit au sein ou proche d'un campus ou d'une école ou d'une structure qui effectivement rencontre plus ou moins des jeunes assez souvent, quoi. Et ça permet aussi de mobiliser et en fait d'avoir aussi quelque chose d'assez cyclique dans le fait d'aller chercher les jeunes de manière régulière. Euh, N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres retours d'expérience ou de pratiques. Après, s'appuyer aussi sur la FEF, par exemple, cartonne plutôt bien, mais aussi parce qu'ils s'appuient sur le service civique. Et donc, du coup, forcément, ils ont des salariés qui accompagnent les services civiques et qui eux-mêmes, du coup, vont à la rencontre à travers des bénévoles, accompagner des jeunes sur un engagement qui est en plus formalisé, 2 heures par semaine, etc. Et ce qui permet, du coup, un engagement associatif des jeunes assez puissant à travers le service civique. Et donc, je pense que là, on commence à arriver à la fin du webinaire pour tenir l'engagement. Est-ce que vous voulez peut-être, est-ce que quelqu'un veut peut-être poser une dernière question? Sachant que du coup, ça a été demandé dans le chat, on vous enverra toutes les ressources qui ont été citées. Eh bien, très bien. Du coup, je pense qu'on peut commencer à conclure pour nous laisser aller déjeuner par la suite. Donc, vas-y, Simon, je pense que tu avais encore quelques petites choses que tu souhaitais nous partager. Oui, merci Claire. Vraiment en 30 secondes, voilà, donc le CRAGEP, hein, donc on a 3 actions en direction des jeunes que vous pouvez solliciter, si vous souhaitez, hein. Donc une action autour de l'appui au projet de mobilité européenne internationale, pour notamment des jeunes. Une action d'appui autour de la participation des jeunes, donc Provox, donc avec moi-même. Et une action autour de l'appui à la citoyenneté numérique, notamment auprès des jeunes, que vous pouvez aussi solliciter, bien évidemment, avec mes collègues. Voilà, tout simplement. Et très bien. Et donc, pour côté du mouvement associatif, donc pour terminer et boucler la boucle, Il faut juste que Simon, tu as... Ouais, parfait. Merci. ou sinon, on n'est pas obligé de partager pour ce qui nous reste. C'est peut-être juste pour vous dire que au sein du mouvement associatif, voilà, vous verrez quand même. Au sein du mouvement associatif, il y a plusieurs dispositifs d'accompagnement qui sont portés, donc notamment le DLA que je représente à l'échelle régionale. Mais là, sur la carte, vous pouvez voir tous les différents acteurs qui peuvent être vos interlocuteurs selon l'endroit où vous êtes implanté. Sachant que le DLA, c'est un dispositif d'accompagnement qui est public, gratuit, à destination des structures employeuses de l'ESS, donc pas exclusivement des associations, et qu'on peut se concentrer aussi sur les questions de gouvernance, de créer des instances pour permettre, éventuellement, pour essayer la thématique, des instances qui seraient peut-être plus adaptées à la parole des jeunes, ou réfléchir à l'organisation de la gouvernance, ou réfléchir à l'accueil des bénévoles. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et l'autre dispositif qu'on anime, c'est le réseau Guidasso. Le réseau Guidasso a pour intérêt d'avoir des interlocuteurs de proximité. Donc là, vous voyez sur la carte, il y en a partout. Donc c'est l'objectif. Et donc en fait, la démarche à avoir, c'est d'aller voir le Guidasso le plus proche de soi. Donc les Guidasso accompagnent toutes les associations. Après, vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même icône. Et donc en fait, selon leur icône, ils pourront aller plus ou moins loin avec vous.
Mais quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, on saura vous dire qui l'aura. Donc voilà, l'idée, c'est que vous puissiez avoir des interlocuteurs de proximité qui vont pouvoir vous répondre à vos questions, voire vous accompagner sur des questions de vie associative. Donc là, on en a nommé quelques-unes, la gouvernance, le projet associatif, l'engagement bénévole, mais il y en a plein d'autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées de tout le monde sur le site guideasso-hdf.org, parce qu'on ne pouvait évidemment pas mettre tout le monde comme pour le DLA où c'est beaucoup plus ciblé en termes de personnes. Et donc, pour conclure, on vous remercie pour votre participation. Vous recevrez, comme on a dit, tous les documents cités par mail. Et puis, si jamais ça vous intéresse, on va diffuser le webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez après la rediffuser à d'autres membres de votre association ou des connaissances, n'hésitez pas. Nous vous remercions et on vous souhaite une bonne journée. Et on remercie très chaleureusement Simon pour sa participation à ce deuxième webinaire. Et puis, pour Eh conclure, ben, on espère vous voir une prochaine fois. un grand merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.